1000 jours de guerre donc et une grande première aujourd'hui. 24 heures après le feu vert de Joe Biden, Kiev a, selon plusieurs agences russes, frappé le territoire russe avec des attaques MS. Ce sont ces missiles américains à longue portée. Alors, qu'est-ce que cela peut changer? Volodymyr Zelensky devra-t-il forcément s'asseoir un jour à la table des négociations? En toile de fond, bien sûr, il y a le retour prochain de Donald Trump à la Maison-Blanche. Dans ce contexte, les Européens ont-ils encore leur mot à dire? Toutes ces questions, on va tenter d'y répondre avec mes invités. Je vous les présente. Bonjour Elena Voloshin. Bonjour Florent. Nos téléspectateurs, bien sûr, vous connaissent bien. Vous êtes grand reporter ici à France 24, ancienne correspondante à Moscou. Et vous venez de publier, on va le voir à l'antenne, Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine, sortie aux éditions Autrement. Face à vous, Général Vincent Desportes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, ancien directeur de l'école de guerre. À votre gauche, Pascale Joannin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Et puis je salue également Jean de Glignasti, bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie, auteur de France, une diplomatie déboussolée chez L'Inventaire. Merci en tout cas à vous quatre d'être là. Avant de tous vous donner la parole, on va prendre tout de suite la direction de Kiev pour y retrouver notre correspondant Gulliver Crack. Bonjour Gulliver, c'est donc inédit. L'Ukraine a frappé le sol russe avec des missiles américains longue portée. C'est la région russe de Bryansk qui a été touchée, c'est ça ? Oui, Volodymyr Zelensky n'a pas voulu le confirmer officiellement, mais un haut responsable des renseignements militaires ukrainiens, ou peut-être plusieurs, parce que sous couvert d'anonymat, l'a confirmé à plusieurs médias ukrainiens et étrangers. C'est la ville de Karachev, dans la région de Bryansk, où se situe une importante, selon les Ukrainiens, base russe et un dépôt d'armement qui aurait été visé. Cette ville se situe à 45 km de la capitale régionale Bryansk et à 130 km de la frontière ukrainienne. Alors les Russes disent qu'il y avait 6 attaquants qui ont été tirés et que 5 ont été abattus et un autre a été touché mais pas totalement détruit. Les Ukrainiens ne confirment rien de cela. Ils ne précisent pas le nombre de missiles qu'ils ont tirés, mais ils disent qu'il y a eu des incendies importants et je pense que ces informations, peut-être qu'Elena pourra nous le confirmer, mais je pense que côté russe aussi il y a confirmation au moins des incendies sur le site, ce qui laisse penser que l'attaque n'a pas été un échec total, en tout cas comme le prétendent les Russes, mais ce sont des informations peut-être qui restent à confirmer définitivement. Merci beaucoup Gulliver pour toutes ces précisions. Un mot tout d'abord avec vous, Elena, vous confirmez ce que vient de dire Gulliver? Alors moi je ne peux que confirmer ce que disent les Russes. Oui, non, aussi, donc, sur la partie russe. Oui, donc effectivement, il y a eu des frappes. Alors sur quels ont été les missiles tirés, les Russes disent que ce sont les attaques MS. La seule source pour le dire, c'est la source russe. Général Vincent Desportes, de l'avis de beaucoup d'observateurs, ce feu vert américain, il arrive trop tard. Quel est votre sentiment? Impossible désormais pour les Ukrainiens d'inverser le rapport de force sur le terrain? Alors, il est bien qu'il arrive. Évidemment, c'est bien, évidemment, mais ça aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt parce que ceci ne changera pas, évidemment, le cours de la guerre. Si les Russes ont, on le sait, retiré dans la profondeur un certain nombre des cibles qui auraient été justiciables de ces feux-là et qui ne pourront pas être détruites. D'autre part, le nombre de missiles qui est donné et qui sera donné aux Ukrainiens est un nombre faible. Donc ça ne changera pas le cours de la guerre. C'est symbolique. Non, c'est plus que symbolique, si vous voulez. C'est un changement de posture des États-Unis. On sait bien ici que cette guerre se terminera par une négociation, comme toutes les guerres, hein, et que dans cette affaire-là, dans la négociation, il faut que les positions soient fortes si on veut arriver, et quelque part, ça renforce évidemment la position de l'Occident. Et puis, ça, on ne sait pas comment le futur président Trump réagira, mais quelque part, il est engagé par cette affaire-là. Et il aura beaucoup de mal à dire ne le faisons pas. Il ne peut pas non plus apparaître comme faible par rapport à Poutine. Donc, quelque part, ça l'engage et peut-être choisira-t-il, pour renforcer la main des Occidentaux dans cette affaire-là, de continuer à donner des armes, de donner ce genre de missiles. Pascale Joannin, pourquoi Joe Biden a-t-il attendu la toute fin de son mandat pour autoriser l'utilisation des attaques MS? Vous auriez lui poser la question directement. On n'a pas pu l'inviter, il ne nous a pas répondu. Comme le dit le général Desportes, c'est bien que ça soit fait. Le moment est peut-être juste après, en effet, qu'il va quitter la Maison-Blanche, mais c'est un signal plus que fort, parce que il y avait ces armes, ils n'avaient pas l'autorisation, et ça va peut-être déclencher
la livraison d'autres armes de même nature par d'autres puissances. Il y avait une réunion aujourd'hui à Varsovie de ministres des Affaires étrangères de grands pays, alors la Pologne qui a accueilli, la France, le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union mais qui reste un partenaire en matière de défense tout à fait fondamental, les Italiens. Et donc, il y a un mouvement qui se met en place pour suivre ou pour accélérer peut-être la livraison d'autres armes. Le ministre des Affaires étrangères lui-même a dit que ça n'était plus, c'était une option. Donc en effet, c'est pas terminé. Et donc il peut y avoir derrière cet mouvement américain d'autres choses qui suivent, y compris chez les Allemands, puisque la ministre des Affaires étrangères, la seule femme d'ailleurs à la Réunion, a dit des choses que n'a pas dit le chancelier Scholz. C'est intéressant de voir dans le langage diplomatique que la ministre des Affaires étrangères dit des choses qui permettent de dire qu'il faut soutenir l'Ukraine. Et donc ce soutien à l'Ukraine, il se délivre comment du côté allemand? Jean de Glignasti, vous êtes d'accord avec cette analyse des attaques MS avant peut-être d'autres armes dans les prochaines semaines, les prochains mois? Oui, mais je trouve qu'il y a un changement de pied. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les armes avec le même esprit et dans le même contexte. Jusque-là, on donnait des armes pour que l'Ukraine gagne. Maintenant, on sait que l'Ukraine ne peut pas gagner. Donc on donne des armes pour mettre l'Ukraine en position de force, pour négocier de façon acceptable, en quelque sorte, et pour éviter un désastre total. J'ai été frappé du fait que, Trump n'a absolument pas réagi à la décision de Biden, alors qu'apparemment, c'est pas exactement ce qu'il dit, puisqu'il dit on va faire la paix tout de suite. S'il n'a pas réagi, c'est qu'en fait, ça renforce sa main pour les négociations. Surtout que on a vu que les ouvertures de Trump, en fait, les Russes n'y ont pas répondu. Ils ont dit, oulala, mais attendez, nous d'abord on veut une paix générale, un cessez-le-feu c'est pas assez, ça nous convient pas. Puis ensuite ils ont dit, de toute façon on veut nos 4 oblasts, plus la Crimée, plus la neutralisation, plus la dénazification, c'est-à-dire un droit de regard sur le fonctionnement de l'Ukraine. Donc en fait, la réponse russe à ce qu'on devinait et quelques propos tenus par Trump et son équipe, la réponse russe a été extraordinairement décevante. Il n'y a pas eu d'accroche à la proposition de négocier. Donc, à ce moment-là, les gens de Trump ont dit eux-mêmes, mais dans ce cas-là, on va effectivement armer encore plus l'Ukraine. C'est la menace qui accompagne la proposition de négociation. Elena, je vous voyais réagir à ce qui vient d'être dit. Oui, parce que je ne comprends pas tout à fait le raisonnement. Ce n'est pas les gens de Trump qui ont décidé d'armer davantage l'Ukraine. Hein. C'est l'équipe de l'administration Biden. Hein. Ce n'est pas du tout l'équipe de Donald Trump. Et à contrario, je ne vois pas comment Vladimir Poutine réagirait à une quelconque proposition de négociation de Donald Trump, puisque Vladimir Poutine n'est pas en réaction dans cette guerre. Il a son agenda. Il a posé ses conditions, il les a posées avant même de lancer l'offensive contre l'Ukraine. C'est le statut neutre de l'Ukraine. Il a déclaré comme annexé en septembre 2022, effectivement, 4 régions ukrainiennes en plus de la Crimée, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson. Donc il n'a pas bougé depuis, en fait. Donc voilà, Vladimir Poutine, il n'en est pas au stade où il réagirait à une quelconque proposition. Enfin, je veux dire, et en plus, Donald Trump n'a absolument rien proposé. Donald Trump a juste dit qu'il allait finir la guerre en 24 heures. Il n'y a aucun agenda, enfin, aucune proposition sur la table, aucun plan, rien du tout de concret. Donc je comprenais juste pas bien le raisonnement. Je vais me permettre de répondre. Il y a donc beaucoup de proches de Vladimir Poutine, de Trump, qui ont fait fuiter des éléments. On sait très bien qu'on a parlé d'un échange territoire contre neutralité et contre garantie pour l'Ukraine. Donc en fait, on a un contexte de négociation qui est tracé. On sait que Zelensky en a parlé, même si ça n'est pas sorti quand il a fait sa tournée en Europe. On sait aussi que Zelensky se prépare en fait à l'interruption, en tout cas la raréfaction de l'aide que l'Occident lui a donnée. Donc il y a un contexte général qui est un contexte de négociation dans le cadre effectivement de ce qu'a dit Trump, c'est-à-dire je fais la paix tout de suite. Alors évidemment, il y a une part de forfanterie, mais il est clair qu'on est dans un contexte de négociation et non pas dans un contexte de guerre. Général Vincent Desportes, sur ce qui vient d'être dit, Kiev doit négocier ou négocier c'est forcément une défaite pour Kiev?
Non, mais écoutez, le temps du réalisme est venu. Le temps du réalisme est venu. Il faut que quelqu'un m'explique quel scénario réaliste existe qui ferait que l'Ukraine irait reconquérir aujourd'hui les 4 oblasts dont M. Poutine a dit qu'ils étaient devenus russes. Militairement, c'est impossible. Mais c'est absolument impossible. Il n'y a pas de scénario. Donc, soit on ne fait rien, et Poutine va continuer à avancer. Il avance doucement, très doucement, mais il avance sûrement. Soit à un moment donné, on fait la part du feu et on dit, on négocie et on va sauver ce qu'on peut sauver. Donc vous dites qu'il faut négocier avant que la situation empire. Mais bien sûr. Mais si on ne fait rien, elle va empirer. Ils ne seront pas tout de suite à Kiev, les Russes. Mais si on fait rien, ils y seront dans 6 mois, dans 1 an, ils y seront. Et nous, Européens, on aura payé davantage encore la reconstruction de ce qui restera éventuellement de l'Ukraine. Plus on attend, plus la facture est lourde. Mais il est temps aujourd'hui d'arrêter. Et puis à un moment donné, c'est comme ça, on a perdu la guerre. Nous, on a perdu l'Alsace et la Lorraine, ça ne nous a pas amusés. Et puis on les a reconquis en 1918. Bon, L'Alsace-Moselle, général. Comment, madame ? L'Alsace-Moselle. Nancy n'était pas occupée par les Allemands. Très bien. Voilà pour le petit point historique. Non, mais merci de cette précision. Ayant été médecin très longtemps, je vois très bien ce que vous voulez dire. Voilà, si vous voulez. Aujourd'hui, je négocie, il y a une négociation. Et le problème, c'est que cette négociation ne doit pas se faire dans la débâcle. Et donc, comme le disait monsieur l'ambassadeur, il faut absolument renforcer nos positions. Je pense même, si vous voulez, qu'on a assez peu de choses à échanger avec M. Poutine. Et que donc, il faudra aller plus haut. C'est-à-dire qu'il va falloir probablement imaginer un grand deal, selon le mot favori de Trump, qui va se passer au-delà. On voit bien qu'on va vers une réorganisation du monde, puisque le monde de 45 est mort. Et que donc, c'est dans cette réorganisation globale que probablement on trouvera une façon d'établir un nouvel équilibre qui permettra à la fois de sauver ce qui reste à sauver en Ukraine et d'autre part de continuer à vivre à nouveau avec nos voisins, dont la Russie. Pascal Joannin. Moi, je me trouve bien pessimiste tous les deux parce que on n'a pas engagé un soutien à l'Ukraine pour lui dire à 1000 jours tu arrêtes et puis t'as perdu. On parle de Poutine avait des objectifs. Ils ont été ratés dès le 3e jour parce que son intention, en déclarant la guerre, c'était d'occuper Kiev. Alors, il pourra peut-être l'occuper dans 6 mois ou dans 1 an. Mais enfin, son but de guerre initial, il l'a complètement perdu. Et aujourd'hui, il fait appel à des Nord-Coréens parce qu'il a même plus assez de ressources pour faire le combat lui-même. Donc, c'est lui qui internationalise aussi le conflit. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi il est en position de force. Et puis que les Ukrainiens, qui résistent, qui, eux, ont les bombes sur la tête, etc., ne résisteraient pas. Il y a un moment donné, c'est une volonté politique et à un moment où il faut le faire. Je suis pas sûr que pour l'instant Vladimir Poutine ait envie de s'asseoir à la table de négociation. Je suis pas sûr que monsieur Zelensky, alors peut-être que la nouvelle donne américaine changera quelque chose si elle change. Parce que, est-ce qu'il y a en effet beaucoup de choses, vous l'avez dit, sur la forfanterie de Donald Trump qui arriverait à faire s'asseoir autour de la table et tout le monde serait d'accord avec lui. Est-ce qu'il a envie de donner vraiment un cadeau à Vladimir Poutine? Parce qu'on se rappelle quand même que les États-Unis et l'Union soviétique, ça a été les 2 grands superstructures, etc. Qu'on voit bien également la Chine pas loin derrière aujourd'hui, qui doit pas très bien apprécier l'accord avec les Nord-Coréens, parce que je suis pas sûr qu'ils étaient très au courant de ce qui s'est passé, que ça rebat un peu les cartes dans l'Extrême-Orient, et qu'aujourd'hui, en effet, Donald Trump, son opposant qu'il veut avoir plutôt, c'est le chinois plutôt que le russe. Donc, est-ce qu'il a envie de faire un cadeau à Poutine? Et donc, il y a un moment donné, il va falloir quand même regarder ce qu'il est possible de lui demander, parce que ça ne peut pas être, on accepte depuis ça, ce qu'il a dit, et puis il n'y a rien que ça, et les autres, on n'a qu'à s'asseoir. Ça, c'est pas possible. C'est pas une négociation, c'est une capitulation, et je ne crois pas qu'on en soit encore là. Je juste un dernier mot. Juste répondre. Madame, je vous félicite parce que vous rêvez et je trouve ça formidable. Mais non, je ne rêve et vous pas. Êtes une fanat de Bernanos qui nous dit l'espérance est un risque à courir. Monsieur. L'espérance est un risque à courir. Est-ce qu'on doit faire courir ce risque? Moi, juste, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je ne vois pas par quels moyens on pourrait donner à l'Ukraine qui manque de ressources humaines. C'est pas nos soldats. Les Russes aussi, puisqu'ils font appel aux Nord-Coréens. Donc là, en effet, il y a plus de morts russes aujourd'hui sur le champ de bataille que des Ukrainiens. Vous avez été militaire, donc vous avez très bien, mieux que moi. Je suis encore. Voilà. Quand on engage des gens, il y a
Donc on peut pas leur dire on vous a agressé et ne rien faire. Maintenant vous capitulez à la première occasion. S'ils ont encore... C'est pas exactement la première occasion, madame. Allons. Ah bah si, vous êtes en train de dire il y a 1000 jours et on met aujourd'hui c'est fini, table rase, on a terminé. Non. Qui peut donner les hommes et qui peut donner les moyens à l'Ukraine pour que l'Ukraine reconquiert le Donbass? Une fois qu'on m'aura expliqué ça, moi je suis prêt à aller dans votre voie, mais c'est pas les Européens qui vont le faire et il y a extrêmement peu de chances, voire aucune, que ce soit l'Amérique qui le fasse. Général, donc, je donne la parole à Jean de Lignasti qui voulait réagir, Elena également après. Moi, je constate une chose. À Maïdan, en 2014, les Polonais, les Français et les Allemands, avec l'accord des Russes, avaient trouvé une formule qui réglait la question politique ukrainienne dans l'intégrité territoriale totale de l'Ukraine. Ensuite, à Minsk, ça a été un peu moins bien. L'Ukraine a perdu la Crimée. Puis ensuite, à Istanbul, où on était très proche d'un accord et où Boris Johnson a conseillé à Zelensky de ne pas continuer la négociation, à Istanbul, les Ukrainiens perdaient la Crimée et le Donbass. Et la prochaine étape, si on continue comme ça, ça sera pire. Donc il y a un moment où il faut arrêter, parce que nous n'enverrons pas de soldats. Les Américains, ils l'ont dit, no boots, et ils n'enverront pas de soldats. Monsieur l'ambassadeur, et donc, la guerre a été déclenchée alors qu'en 1994, vous l'avez dit, il y avait un accord sur le fait que, en effet, la Russie était autour de la table, il y avait une reconnaissance, il y avait une intégrité territoriale. D'accord. Enfin, voilà. Et il y a eu une agression de la Russie qui dit je m'en fous de cet accord qu'on a signé en 94. Donc là, on voudrait signer quelque chose qui serait une garantie, mais les Russes s'assiéront dessus le jour où ça leur suffira pas. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez dire aux Ukrainiens, ils ont bafoué le droit international. Vous avez été ambassadeur. Ils ont bafoué le droit international. On laisse grignoter davantage de territoire en Ukraine. Voilà. Et ils ont bafoué le droit territorial, donc on les a laissé faire. Et là maintenant, on va signer quelque chose, mais ils s'assiéront dessus. Et donc le droit international, ça compte pas, puisque il y a un État qui peut agresser, il peut le faire impunément. C'est sûr que c'est très mal. Alors, moi, je ne suis pas politicienne, donc je ne vais pas dire est-ce qu'il faut continuer la guerre ou est-ce qu'il faut la cesser. Qui suis-je pour le dire? D'autant plus que je ne suis pas ukrainienne et que c'est aux Ukrainiens de décider est-ce qu'ils veulent continuer à défendre leur territoire ou pas, accessoirement. Et c'est à nous de décider de les aider ou pas. Je peux parler, monsieur l'ambassadeur, s'il vous plaît. Ensuite, en tant que journaliste, entre 2014 et 2022, j'ai couvert la guerre du Donbass. Côté russe, j'ai passé beaucoup de temps dans les tranchées du Donbass. Vous faites très bien de rappeler les accords de Minsk, parce que ce qu'a fait la Russie, c'est que tout en faisant semblant de ne pas être partie prenante du conflit, mais d'avoir une guerre civile en Ukraine entre des séparatistes pro-russes et des nazis à Kiev, il mettait en scène systématiquement des cessez-le-feu de la part des Ukrainiens, tout en essayant de grignoter du territoire. J'ai assisté au chaudron de Ilovaisk, à celui de Debaltseve, lorsque l'armée régulière russe était à la manœuvre, sans que Vladimir Poutine n'ait jamais admis sa participation à ce conflit. Vous faites très bien de mentionner l'annexion de la Crimée. Vladimir Poutine a admis le 17 avril 2014 que ses soldats avaient été à la manœuvre, alors qu'ils l'ont été depuis le 20 février 2014. Donc, à partir de là, se dire que, évidemment, il est temps de négocier parce qu'on ne peut pas indéfiniment continuer la guerre. Encore une fois, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je ne suis que journaliste. Je constate simplement que, comme vous le disiez, Vladimir Poutine a son propre agenda. Vladimir Poutine n'est pas en réaction à quoi que ce soit. Il a ses projets. Il exécute ses ambitions à la hauteur de ses projets, tout en gardant complètement, tout en étant dans le démenti permanent de sa stratégie et en accusant ses adversaires de ses propres méfaits. Donc, à partir de là, la simple question, c'est est-ce qu'on recule face à ça? Est-ce qu'on négocie une trêve en espérant qu'il n'ira pas continuer de grignoter du territoire? Ou est-ce qu'on fait tout pour aider jusqu'au bout l'Ukraine en se disant qu'on ne peut pas être en sécurité avec quelqu'un qui agit de cette façon? Mais vous avez parfaitement raison sur le constat. Moi, je suis qu'un pauvre militaire, un pauvre officier d'état-major, qui dit que quand il n'y a plus de moyens et quand il n'y a plus d'hommes, il vaut mieux faire la part du feu. C'est tout. Moi, je suis qu'un pauvre analyste militaire. Et donc, je dis, il n'y a pas 40 solutions, il n'y a pas un soldat français qui ira se battre là-bas, il n'y aura pas un soldat américain, etc. L'Ukraine n'aura jamais les moyens. Donc, là, c'est vrai que l'Ukraine décidera, mais dire aujourd'hui que l'Ukraine décide de son destin, c'est juste faux. Les gens qui décident du destin de l'Ukraine, c'est ceux qui aideront ou qui n'aideront pas l'Ukraine, et donc c'est l'Occident. Ça, c'est la réalité des choses. On peut avoir un avis différent, on peut espérer
qu'un jour on donnera suffisamment d'armes. Moi je crois que ça n'arrivera jamais et que donc aujourd'hui il y a encore des choses à sauver, il y a encore une Ukraine à sauver, il y a encore une Ukraine qui pourra rentrer plus tard en Europe, etc. Et qu'il est temps aujourd'hui de prendre la réalité en compte si on aime l'Ukraine. Moi je pense qu'aujourd'hui on peut encore dire que Poutine a perdu la guerre parce que il y a une Ukraine forte, en pleine cohésion, qui est opposée à la Russie, proche de l'Occident, et qui, même si elle ne rentre pas dans l'OTAN, sera très proche, manifestement, du monde occidental. De là à dire que Poutine a perdu la guerre, il y a un pas. Et il a perdu l'Ukraine. Et donc, quelque part, il a perdu... Alors maintenant, il a perdu quelle Ukraine? C'est là que ça commence, c'est là que le diable est dans les détails. C'est quel type de concession, quelle contrepartie, etc. Mais il n'est pas sûr que dans 1 an ou dans 2 ans, on puisse dire que Poutine a perdu l'Ukraine. Parce que, comme l'a dit le général, il risque très bien de remonter jusqu'à Kiev et d'ailleurs. Et comme on sait que on a donné 400 milliards de dollars à l'Ukraine. 400 milliards de dollars en 2 ans et demi, 3 ans. Donc, les Occidentaux, vous voulez dire? Pardon? Le camp occidental. Dans sa totalité. Dont les 3/4 ont été déjà versés et ça va très vite. Donc, il est absolument illusoire que l'Union européenne et les États-Unis vont continuer à payer à ce rythme-là. Et Zelensky le sait parfaitement. Et c'est pour ça qu'il a dit ça va se terminer à une table de négociation, même si c'est infâme, Poutine, criminel, etc., est un interlocuteur pas acceptable. Mais il le sait qu'il va en passer par là. Et de même les armes. Il sait très bien le type qu'il n'y a pas beaucoup d'armes qu'on pourra lui livrer encore. Et il sait aussi qu'il n'a pas d'effectifs. Parce que la crise des effectifs en Russie est bien moindre que la crise d'effectifs en Ukraine, et que lui-même, Zelensky, a parlé des désertions, donc le moral baisse. Et il faut craindre avec l'Ukraine un phénomène qui est arrivé avec l'armée allemande en 1918, c'est-à-dire que quelques mois après l'offensive Ludendorff qui a failli remonter jusqu'à Paris, et la résistance française à l'époque, brusquement, a fait que l'armée allemande s'est effondrée d'un seul coup. C'est un risque qui existe, même si les Ukrainiens se battent avec héroïsme. Oui, enfin, donc, dans la Première Guerre mondiale, en 1917, on a quand même été aidés par nos amis américains qui ont laissé beaucoup de... Très peu. En 18, très peu. Enfin, il y avait les chars, surtout. Mais il y en avait. Donc, si vous voulez, le message, c'est... il faut quand même... les Ukrainiens regardent un modèle de société qui est plutôt le nôtre, des valeurs qui sont plutôt les nôtres, donc on les a soutenus et on continue à le faire, enfin jusqu'à preuve du contraire. Je sais pas où on a dit que on n'a pas dit que face en effet à un modèle de société complètement différent. Alors il peut y avoir des adorateurs d'un modèle de société qui est le modèle russe, pas de problème. Mais enfin bon, c'est pas tout à fait le modèle qui est le nôtre. Et donc en effet, l'Europe va soutenir l'Ukraine jusqu'à en effet ce que peut-être les Américains vont nous obliger à faire, ça peut-être, Général, vous avez raison, si en effet les Américains décident de... Mais moi je ne suis pas certaine du 21 janvier d'une position claire des États-Unis sur le sujet. Je ne suis pas sûre que ça sera dès le 21 janvier, parce qu'il a dit en 24 heures, donc comme il arrive le 20, on pourrait penser que le 21 tout est fini. Moi je ne suis pas sûre que ça soit fait dès le 21 janvier. Et qu'il y a des intérêts aux États-Unis aussi à ne pas capituler face à un autre modèle, parce que là, en effet, Poutine sortirait, mais alors grand vainqueur, parce que voilà, il aurait gagné face à l'Ukraine, face aux Européens et face aux États-Unis. Donc le message, il est complètement, là pour le coup, très mauvais. Et le timing, il est intéressant, puisqu'aujourd'hui, Vladimir Poutine a signé un nouveau décret, un décret qui élargit les possibilités de recours à l'arme nucléaire en cas justement d'utilisation de missiles balistiques contre le territoire russe. La folie. Elena, vous êtes une spécialiste de Vladimir Poutine. C'est pas la première fois qu'il brandit cette menace nucléaire, le président russe. Non, ce n'est pas la première fois. On a entendu parler de ces nouvelles armes nucléaires, dont une super arme qui pourrait définitivement défendre la Russie à partir de 2018, au moment où il a présenté des diaporamas lors de son adresse à l'Assemblée fédérale. Et pour la petite anecdote, je me rappelle même que j'étais allée dans une classe de Irkoutsk pour filmer des lycéens en train de recevoir un cours d'éducation patriotique, et la volontaire qui était en train de leur dispenser ce cours reprenait ces mêmes missiles pour dire voilà, aujourd'hui notre pays peut être fier parce que nous pouvons enfin assurer notre défense face à l'OTAN hostile, etc. On était déjà dans cette guerre d'Ukraine qui brodait déjà le mythe d'un coup d'État nazi à Kiev
opérée par les Américains, et d'une Amérique qui défendait la Russie. La préparation mentale des Russes à cette guerre, elle a commencé bien avant 2022, il faut bien en être conscient, y compris le réarmement nucléaire. Ensuite, la Russie s'est retirée de tous les traités, du traité New Start, pour relancer cette course à l'armement. Et depuis 2022, Vladimir Poutine n'a de cesse de dire, lors de ses discours, sans arrêt, que l'hégémon américain est dans une fuite en avant et à vouloir contrôler le monde et détruire les valeurs traditionnelles. La Russie sera forcée d'employer cette arme pour se défendre. Et il l'a répété encore lors de la discussion du Club Valdai le 7 novembre, en disant que le monde court à une tragédie planétaire si jamais il ne se raisonne pas, entendez par là, s'ils ne dialoguent pas avec la Russie, s'ils ne deviennent pas amis, s'ils ne comprennent pas que la Russie a aussi ses intérêts à défendre son territoire et que donc il faut retirer tous les soldats américains d'Europe, qu'il faut laisser à la Russie sa zone d'influence, qu'il faut une Ukraine qui ne rentrera pas dans l'OTAN. Si on continue à envisager ce genre de choses, là, la Russie pourrait employer l'arme nucléaire. Ensuite, qu'il révise sa doctrine ou qu'il ne la révise pas, c'est comme une Russie qui adopte une loi sur l'extrémisme pour emprisonner des opposants. Si vous voulez, il y a une espèce d'hémorragie, de diarrhée du législateur qui va ad hoc, autant sur les doctrines que sur la Constitution. Il a fait réviser en 2020 pour se maintenir au pouvoir, autant sur les lois, sur les doctrines. Enfin voilà, ils sont en train de l'imprimante fonctionne pour produire tous les documents nécessaires et indispensables afin que Vladimir Poutine poursuive sa stratégie. Dissuasion classique de la part du président russe, il aurait beaucoup à perdre, bien sûr, en cas d'attaque nucléaire russe. Moi, je crois que ce sont des rotomontades, évidemment. Et il a toujours répondu en expliquant qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et finalement, on n'a rien vu. Et ayant eu peur de M. Poutine, on recule depuis le 24 février, pas tout à fait, mais... Les Occidentaux ont toujours peur aujourd'hui ? Mais non, mais en chaque fois, dès qu'il dit quelque chose, mais bien sûr, la retenue. Biden n'a jamais dit ce qu'il voulait, il a toujours dit ce qu'il ne voulait pas. Et pour ce qu'il ne voulait pas, c'était provoquer Poutine. Et donc, à chaque fois, il n'a pas voulu donner de chars, pas d'avion, et puis il y va, et puis il en donne, etc. Et on voit bien que la méthode de Poutine, c'est de faire peur. Et il a raison, ça s'appelle... Vous savez, la guerre, c'est la communication, et la communication, ça sert à avoir des résultats psychologiques dans la tête. Il a réussi, M. Poutine. Alors qu'on aurait dû d'emblée défendre l'Ukraine, on l'a fait de manière incrémentale, et finalement on n'a jamais eu de stratégie, c'est-à-dire de but viable en cette affaire-là, et donc M. Poutine est là, on en est où on en est aujourd'hui. Donc moi je crois qu'il dit ça, et évidemment il ne fera rien. Il ne fera rien. Je reviens une seconde sur ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de guerres se terminent non pas par une usure, mais à un moment donné par une percée. Oui. Et donc il y a quand même ce risque. On sait qu'il y a beaucoup de déserteurs en Ukraine. On sait que les soldats sont fatigués. On a des reportages tous les jours là. Et vous savez, une percée, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Hein. On se rappelle que la plus grande armée du monde, qui était l'armée française, est tombée en 2 heures le 13 mai 1940. Et voilà. Et puis vous avez raison. L'armée allemande est tombée en quelques jours après la deuxième bataille de la Marne au mois d'août 1918. Et donc elle tombait et elle est allée chercher le président Wilson en disant on va jouer vos 17 points ou 14 points. Voilà, parce qu'elle a eu peur. Et donc il y a ce risque-là. Oui, ça peut encore durer, mais ça peut aussi s'arrêter très brutalement. C'est un cas de figure qu'on voit et on sait aujourd'hui l'usure des troupes ukrainiennes, et on sait aussi... Le manque de munitions également. Et qu'ils n'ont pas de réserve. Ça, c'est le problème ukrainien depuis le début. Comment est-ce qu'on part une percée adverse? C'est en ayant des réserves qu'on peut engager pour couper le flot. Mais là, ils n'en ont pas. C'est-à-dire que si jamais, je n'en sais rien, mais si les Russes arrivent à percer, il n'y a rien derrière pour arrêter le flot russe. Non, mais l'usure, je pense qu'elle est des deux côtés, en général. Il y a aussi l'usure du côté russe. Et puis, il y a aussi, vous parlez des militaires, etc., mais il y a aussi une résistance de la population, une volonté de la population. Donc, il y a les militaires. Et vous avez fait l'écho à la situation française de 40. Eh bien, il y en a qui n'ont pas capitulé, il y en a qui ont résisté, puis ça nous a permis de gagner la guerre. Donc, il ne faut pas être défétiste. C'est la résistance ukrainienne qui a empêché les Russes de prendre Kiev au premier jour de la guerre. Donc, si vous voulez, il y a aussi dans la population des gens qui sont prêts et qui soutiennent l'effort de guerre et qui ne sont pas militaires, etc. Donc, c'est tout un pays qui est derrière son président. C'est pas que des militaires. Il y a aussi
un soutien. Et puis bon, en effet, on pour l'instant, on n'a pas donné le moindre signal. Enfin, vous êtes mieux placé sans doute que moi pour savoir qu'il y a des Ukrainiens qui sont formés en France en ce moment, dans la Marne, puisque vous parlez de la Marne, et que donc on les forme. Donc on n'est pas dans un moment où on pense que ça va se terminer demain. Mais non, mais bien sûr. Et au contraire, c'est bien la faute de l'Occident de ne pas s'être organisé dans la durée. On a commencé à relancer l'économie de guerre. Ce qui aurait fait peur à Poutine, c'est qu'on se dise, on se met vraiment en économie de guerre, on double nos budgets de défense, et on se dise, tu ne passeras pas. Mais tout ça, on ne l'a pas fait aujourd'hui. Alors, ce que vous dites est sûrement juste. Il y a des gens qui ne laisseront pas. Mais on sait que une grosse partie aujourd'hui de l'opinion ukrainienne est plutôt favorable à un arrêt de la guerre. Une partie de l'opinion... De toute façon, vous avez des gens qui ne sont pas contre l'arrêt de la guerre au moment où c'est possible, mais pas à n'importe quelle condition. Mais pas à n'importe quelle condition. Il y a beaucoup d'Ukrainiens, vous le savez comme moi, qui disent, après tout, pourquoi se battre pour le Donbass? Pourquoi se battre pour la Crimée, etc. Zelensky a dit lui-même, vous savez, au Donbass, on ne sera pas accueillis à bras ouverts, il n'y a plus d'Ukrainiens au Donbass, il n'y a plus que des Russes, et donc ça ne va pas être facile. Il reste surtout des ruines, parce que la politique de la Russie, c'était de raser tout sur lequel ils sont passés, ce qu'on a fait beaucoup dans beaucoup de guerres. Donc il reste pas grand-chose, parce qu'il va y avoir beaucoup de reconstruction si on veut vraiment y implanter des choses. Et peut-être qu'il y a des terrains où en effet, ça sera difficile de refaire pousser quelque chose compte tenu de ce qui s'est passé. La stratégie est toujours basée sur des hypothèses. On a des hypothèses différentes et on a parfaitement le droit d'avoir des hypothèses différentes. Ah ben heureusement. Heureusement. Non, heureusement. Non, mais voilà, donc on peut en parler. Ensuite, nos penchants naturels nous font plutôt pencher pour une hypothèse ou pour une autre. Alors, après, tout à l'heure, vous parliez de Trump. Et c'est vrai qu'il est devant une situation compliquée. On sait que son vrai problème, c'est pas l'Ukraine, son vrai problème, c'est la Chine. Et que donc, là, Trump doit se dégager rapidement d'une part de l'Ukraine et d'autre part des problèmes du Moyen-Orient. Mais en même temps, s'il se dégage en état de faiblesse, le Moyen-Orient, ça n'arrivera pas, mais de l'Ukraine, alors il se met en faiblesse vis-à-vis de la Chine. Et c'est pour ça que moi j'ai de bons espoirs. J'ai de bons espoirs que devant cette situation, Trump comprenne qu'il doit renforcer sa main et qu'il doit être fort. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas s'engager pour aller reconquérir aujourd'hui le Donbass. Mais moi je pense qu'il cherchera à être fort avant ces négociations. Oui, avoir le meilleur deal, puisque c'est un deal maker. Exactement. Alors, sur la menace nucléaire, moi je suis comme le général, je n'y crois pas. En fait, je n'y crois pas tant que la Russie est à l'ascendant. Exactement. À un moment, les experts américains ont vraiment cru à un danger d'utilisation de l'arme nucléaire tactique lorsque les troupes ukrainiennes risquaient de déboucher sur la Crimée. Là, ils ont eu peur. Donc, en fait, cette menace est sous-jacente et c'est pour ça que Poutine gesticule, parce qu'il sait qu'à un moment, les Américains ont eu peur. Ensuite, je suis tout à fait d'accord. Je pense que Trump va exiger des concessions importantes de la part de la Russie. Et ces exigences... Comme quoi, par exemple? Eh bien, il va sans doute demander une modification des relations entre la Russie et la Chine, c'est-à-dire un peu d'éloignement, probablement l'Iran. Pas sûr qu'il ait la main et qu'il obtienne gain de cause. Je ne pense pas qu'il les obtienne. Et c'est pour ça que je ne suis pas si optimiste que ça sur la possibilité de Trump d'arriver à une négociation satisfaisante avec les Russes. Je pense qu'il a raison de tenter maintenant, parce qu'effectivement, on arrive au bout d'une certaine logique, mais je ne suis pas sûr qu'il réussisse. Parce que la Russie, on a vu, il n'y a aucune réponse de la Russie aux appels du pied, aux rumeurs d'accords, de concessions, etc. Aucune réponse. Les Russes ont dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est ça, point. Et puis, les Russes, ça se résume à Poutine, en l'occurrence. Les Russes, ça se résume à Poutine. Oui, mais c'est la voie de 100 mètres. Non, mais il n'y a que lui. Oui, donc, il y a que de toutes les façons, vous pouvez dire les Russes, mais c'est Poutine. Il n'y a pas de Russes derrière. Voilà. Oui, donc, c'est Poutine. Oui, mais Poutine ne répond pas parce qu'il a une stratégie depuis le début. Donc, voilà. Que Donald Trump n'a rien proposé une nouvelle fois à la Russie, aucun plan. La réaction des Russes à la victoire de Donald Trump, ou du moins de la propagande russe, elle a été extrêmement satisfaite. Puisqu'ils disent qu'enfin est arrivé à Washington un homme qui va faire se calmer les lobbies financiers, les va-t-en-guerre, les fauteurs de guerre qui ont causé ce projet ukrainien. Il va enfin calmer le Deep State qui a tenté de faire croire à tout le monde, l'État profond, qui a tenté de faire croire à tout le monde qu'il y avait des ingérences dans la campagne de 2016. Moi, je conseillerais à tout le monde de lire l'excellent livre de Régis Janté, Notre homme à Washington, où il démontre factuellement, sans
aucun... Exactement, avec une très belle couverture. Vous devriez la montrer à l'écran. Alors, la couverture, bon voilà, mais en tout cas, il démontre factuellement comment Donald Trump a été cultivé dans le langage du renseignement par le KGB depuis 1987 à nos jours. Quels auront été les contacts de son administration, 5 membres, dont son conseiller de campagne en 2016 avec la Russie? Quels sont les conflits d'intérêts qui le liaient à la Russie? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il nomme comme directrice du renseignement et des 18 agences, une femme, Tulsi Gabbard, qui a courtisé Bachar al-Assad et qui ouvertement reprend la propagande de Moscou pour ce qui est des causes de la guerre en Ukraine. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on ne peut quand même pas évacuer cette dimension-là, qui est que Donald Trump, la première chose qu'il dit en arrivant à Washington, c'est oui, on arrête la guerre en 24 heures. Vladimir Poutine, on va lui céder les territoires qu'il a au moins militairement conquis. C'est ça que ça veut dire, ce plan concrètement. L'Ukraine ne sera jamais dans l'OTAN. C'était l'exigence première de Vladimir Poutine avant même de lancer cette guerre. L'exigence maximale de Vladimir Poutine, c'est d'avoir les territoires ukrainiens qu'il n'a pas encore conquis militairement. Encore une fois, Donald Trump n'a mis aucun plan sur la table. Et encore une fois, Donald Trump, c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment le jeu de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a tout gagné dans cette guerre. Il est arrivé, il a envahi un territoire souverain. Il a gagné 20% du territoire souverain. Il va peut-être s'arrêter là si on gèle effectivement le conflit, si on cesse d'armer l'Ukraine, etc., s'il y a un accord. Moi, ce que j'ai observé dans les tranchées du Donbass entre 2014 et 2022, c'est que quels qu'aient été les accords de Minsk, les Russes, en sous-main, étaient en train quand même de grignoter du territoire et que Vladimir Poutine, qu'il s'arrête là ou qu'il s'arrête pas là, finalement, je ne considère pas que l'Ukraine aura gagné cette guerre et que Vladimir Poutine l'aura perdue si on cède aujourd'hui des territoires ukrainiens à Vladimir Poutine. Intéressant ce que nous dit Elena. Oui, d'abord, je voudrais dire une chose. Quand le général de Gaulle renouait avec la Russie, on a dit que c'était un agent russe, puis ensuite on a dit que c'était Foccart, puis il y a eu un film. On a dit, monsieur, il y a des enquêtes, il y a des directeurs du renseignement américain qui ont été limogés. C'est pas on a dit, vous nous parlez de De Gaulle, moi je vous parle de quelque chose de très concret et de factuel dans le monde moderne. Ce n'est pas un complot, monsieur, c'est un fait. Chaque fois qu'on a une approche de la Russie, on disqualifie celui qui veut négocier avec la Russie en disant que c'est un espion russe. Absolument pas, mais lisez un livre. On vous demande juste de lire un livre, on vous demande pas de faire des tergiversations. Et par ailleurs, il est normal qu'une ambassade cultive en quelque sorte. À la limite, ils ont bien joué, ils ont misé sur le bon personnage dans les relations qu'ils ont établies avec la classe politique américaine. Donc vous nous dites que ce n'est pas la bonne analyse? Ce que je dis, c'est que effectivement, tous ceux qui cherchent à négocier actuellement sont disqualifiés comme étant des amis de la Russie et que c'est un peu facile, en fait, Mais c'est pas parce qu'ils cherchent à négocier avec la Russie qu'on le traite d'ami de la Russie. Je suis en train de vous dire que je suis pas en train de donner une appréciation par rapport à sa position politique. Il y a des gens qui ont enquêté, y compris américains, sur ses liens avec la Russie. Arrêtez. Alors, vous répondez. En réponse à votre question... C'est un procès d'opinion à Donald Trump. On est en train de parler de factuel. Monsieur, arrêtez de mélanger les faits, les opinions et les versions. Oui, enfin bon... Moi, je constate la chose. J'ai pas lu le livre de Jeantet. Vous devriez. C'est de le lire, mais ce que je constate, c'est que l'ambassade de Russie a cultivé, bien entendu, le personnage Trump. Et c'était son boulot, d'une certaine façon. C'est le travail. Non, mais au-delà de l'Ukraine, on voit bien aujourd'hui toutes les manœuvres qui sont faites en sous-main par la Russie dans d'autres pays. Et la déstabilisation que ça crée. Géorgie, Moldavie. Et c'est une situation formidable. Applaudissons Monsieur Poutine, parce qu'en effet, la Russie a semé le chaos un peu partout où elle est passée. Donc, si vous voulez, il y a la chute des empires aussi, il y a un élément. Oui, mais la chute des empires, on a commencé il y a longtemps. Et la Première Guerre mondiale a été la chute de beaucoup d'empires. Mais oui, et on en paye encore les conséquences. Et oui, mais il faut arrêter de penser qu'il est le Deus ex machina. Moi, je redis encore une fois, la première chose qu'on constate, c'est qu'il avait des buts de guerre qui étaient fondamentalement atteignables en 3 jours et 1000 jours après, il a perdu. Il a perdu. Voilà. Oui, bien sûr. Il a perdu son pari initial. Et dans d'autres capitales, dans d'autres pays, on va regarder aussi ce qui se passe, parce qu'il y a des trucs sécessionnistes, etc. Et que je trouve que ça serait un mauvais signal et un mauvais signe pour beaucoup de gens, en effet, des négociations qui ne sont pas à l'avantage de la partie qui a été agressée. Voilà, mais c'est tout. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais alors, madame nous a quand même enlevé l'espérance que nous avions, puisqu'on a compris que Trump, de toute façon, ne ferait rien. Donc, il reste l'Europe. Alors, comme vous êtes une spécialiste de l'Europe, madame, que peut faire l'Europe pour arriver à faire tenir l'Ukraine et à lui faire regagner? Puisque maintenant, on a compris, la démonstration a été claire, l'Amérique, c'est fini. Donc, il reste l'Europe. C'est une question de capacité, de volonté également. C'est une excellente question. Il y a des nouvelles institutions qui vont se mettre en place.
l'Europe ne pourra pas compenser ce que faisaient les États-Unis si les États-Unis décident de retirer le tapis. Mais est-ce qu'ils retireront le tapis complètement ? Ça, c'est la question que je pose aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts aux États-Unis à quand même continuer à fournir des armes à certains pays, à faire en sorte que le complexe militaro-industriel ne se retrouve pas complètement dénudé, etc. On ne peut ne pas souhaiter faire la guerre, mais il y a aussi des intérêts. Et bon, on va voir comment tout ça se passe. Question de la reconstruction également. Ils ont été réveillés le 24 février, un peu avec stupeur. Depuis, ils ont quand même fait des choses. Et puis, vous avez dans les nouveaux dirigeants qui arrivent, des gens qui connaissent peut-être mieux la Russie que nous ne le connaissons autour de cette table, parce qu'ils sont de pays qui ont été annexés ou qui étaient anciennement des républiques socialistes soviétiques. Je parle de l'Estonie ou de la Lituanie. Il se trouve que la future haute représentante, c'est l'ancienne première ministre estonienne, et qu'elle est assez dynamique et punchy. Et puis, on a des chefs d'État et de gouvernement, le français et même l'anglais, quand vous regardez les discours anglais, que ce soit Boris Johnson qui n'est plus au pouvoir ou Keir Starmer, vous avez des gens qui combattent quand même une idéologie ou des méthodes qui sont pas celles que nous défendons. Et si on veut en effet que notre modèle de société ne s'écroule pas, il faut quand même aussi opposer une résistance et des choses à la Russie qui voudraient nous faire croire que le mode de vie russe est formidable, c'est sympathique, un seul chef, pas d'élection, la population qui ne dit rien. Allez voir en Russie, moi je n'y vais plus parce que malheureusement il y a eu une période où on pouvait aller en Russie, il y avait un dialogue, c'était il y a en effet 2005 à peu près, ça s'est complètement arrêté, mais est-ce qu'en effet derrière le soutien à Poutine est formidable, et puis bon vous avez un opposant intérieur, le dernier en date était Navalny, vous avez vu ce qu'on en a fait. Très bon modèle de société. On ne va pas défendre Poutine ici, c'est pas du tout le point, ni de monsieur l'ambassadeur, j'imagine, ni de moi évidemment. J'avais cru comprendre que vous étiez prêt à vous asseoir à la table de négociation et à accepter toutes les conditions qui étaient celles de monsieur Poutine. Vous ne choisissez pas vos interlocuteurs, madame. Si vous voulez faire la paix, vous négociez avec votre ennemi. Exactement. Que vous méprisez. À des conditions qui sont plutôt avantageuses, si possible. Mais les Américains ont négocié avec les talibans, ils ont négocié avec le grand-père de Kim Il-sung, etc. Ils ont fait 200 guerres, ils ont négocié. Donc, à un moment donné, vous négociez avec votre ennemi. Et vous négociez avec des positions qui sont très différentes. Et la négociation, ça consiste à les rapprocher tout en faisant la guerre. Alors, maintenant, je vous pose quand même la question. Il nous reste 20 secondes. 20 secondes. Alors, moi, la volonté, c'est formidable. Et je crois qu'on a tous la volonté. Mais maintenant, l'Europe est bien incapable, là, de fournir l'armement dont l'Ukraine a besoin. Et donc, si on prend l'hypothèse, vous avez raison, il y a un lobby militaro-industriel qui a des intérêts, bien sûr. Mais donc, je vois pas, aujourd'hui, toute notre volonté ne permettrait pas à l'Ukraine de tenir Merci, général. C'est la fin de ce débat. Quand c'est intéressant, ça passe toujours trop vite. On vous réinvitera pour parler de ce sujet. Merci à vous quatre d'y avoir participé. L'information continue, bien sûr, sur France 24. Vous restez avec nous. Trump et à son meilleur allié Elon Musk. Parmi les dernières nominations, celle du ministre du Commerce, Howard Lutnick, le favori d'ailleurs d'Elon Musk, ou encore Linda McMahon, l'éducation, une femme d'affaires qui a fait fortune dans le catch, une fidèle de Trump. Elon Musk, nommé co-chair de la nouvelle agence pour l'efficacité gouvernementale, le DOGE, qui accompagne Trump dans tous ses meetings. Trump qui nomme donc des proches sans contrôle, même s'il faudra attendre bien sûr l'approbation du Sénat. Les marchés financiers américains en tout cas anticipent plus de dérégulation. Ils sont donc euphoriques. Une partie des Américains redoute une menace pour l'Amérique. On va revenir sur ces nominations. Est-ce un attelage sans aucune limite ? Quel impact sur les marchés, sur la tech ou encore sur l'économie ? Jusqu'où Trump va-t-il démanteler l'État ? Quelles conséquences pour la démocratie américaine ? J'ai le plaisir